Correction du TD interaction, deuxième partie, les diagrammes objet-interaction. Alors on représente les forces qui s'exercent sur un système par des vecteurs, donc des flèches comme nous les avons dessinées précédemment ici, mais il est courant ou classique d'en oublier et de ne pas avoir pensé à toutes les forces qui s'appliquent sur un système. C'est pour ça qu'on fait un travail préliminaire qui est un diagramme objet-interaction dans lequel on récapitule tous les objets qui interagissent avec notre système et où on trace une flèche, une double flèche qui rappelle bien qu'on a une interaction et qui va définir qui agit sur quoi. On ne va pas pouvoir dessiner toutes les actions de tous les objets les uns sur les autres et on va se focaliser sur les actions qui sont exercées sur le système A. Par exemple, ici, la Terre est en interaction avec le système A, mais il n'y a pas que le système A qui est en interaction avec la Terre. Il y a par exemple le Soleil, la Lune, etc. Qui interagissent avec la Terre. Donc on pourrait avoir ici un diagramme qui n'en finirait pas avec tous les objets qui interagissent entre eux. C'est pour ça qu'on met le petit t à l'envers ici qui nous précise que on n'a pas listé toutes les interactions qui se font entre cet objet et son environnement. Voilà. Le petit t n'est bien sûr pas à mettre sur le système qui nous intéresse puisque on veut au contraire faire la liste de toutes les interactions que subit ce système A. Application. Alors, pour chacun des cas, nous faisons un diagramme objet-interaction, puis nous traçons les forces qui correspondent. Prenons la situation où on a une lampe qui est suspendue au plafond par l'intermédiaire d'un fil. Alors, on trace tout d'abord les différents systèmes, des petits rectangles représentant les différents systèmes. Ici, par exemple, la lampe, le fil et la Terre. On rajoute des petits t à l'envers sur le fil et la Terre, puisque ce ne sont pas les systèmes que l'on étudie, ce sont juste les systèmes qui interagissent avec le système lampe que l'on étudie. Donc la lampe est ici en interaction avec la Terre. Autrement dit, la lampe est attirée par la Terre, elle a tendance à aller vers le bas et elle est soumise à son poids. C'est une interaction à distance, on la représente en pointillé. La lampe est également soutenue par le fil. C'est une interaction mécanique de contact, on la représente par une double flèche pleine. Maintenant qu'on a fini de lister toutes les interactions, on peut tracer les vecteurs qui correspondent à toutes ces forces exercées de la Terre sur la lampe et du fil sur la lampe. Notre système étudié est ici la lampe. On retrouve le poids qui s'applique au centre de gravité, dont la direction est verticale et le sens vers le bas. Et nous avons une deuxième interaction qui est la force exercée par le fil sur la lampe. C'est pour ça qu'on écrit F sur L, la force exercée par le fil sur la lampe. Cette force est vers le haut, c'est normal, le fil retient la lampe, il exerce une force vers le haut, et c'est d'ailleurs cette force qui l'empêche de tomber, puisqu'on voit ici, bien que dans cet exercice on ne cherche pas à respecter les échelles, on voit ici que cette force s'oppose très exactement au poids. Donc la lampe est immobile. Deuxième exercice, nous avons un clou qui est suspendu à un fil et nous approchons un aimant jusqu'à ce que le clou soit en équilibre. Nous retrouvons le système clou qui interagit avec la Terre, le fil et l'aimant. Nous plaçons les petits t à l'envers sur la Terre, sur le fil, sur l'aimant, puisqu'on ne veut pas lister toutes les interactions qui s'exercent entre ces objets et tous les autres objets qui nous entourent. Le clou est attiré par la Terre, c'est son poids en rouge, que l'on dessine ici, qui s'applique au centre de gravité, verticale vers le bas. Comme d'habitude, on remarque qu'à chaque fois, le poids sera une force verticale vers le bas. C'est toujours la même chose. Nous avons une interaction due au fil. Donc le fil ici retient le clou et cette force s'exerce dans la direction du fil incliné.
Et nous avons l'interaction du aimant, qui est une interaction à distance, hein, c'est une attraction magnétique. Donc on la dessine en pointillé sur le diagramme d'interaction, et on dessine la flèche correspondante, dont l'origine est le centre de gravité du clou, et qui s'exerce en direction de l'aimant, puisque l'aimant l'attire. Voilà. Nous passons ensuite à ce cas de figure qui ressemble beaucoup. La sphère chargée positivement est repoussée par un bâton de verre chargé positivement. C'est ici une interaction électrique, alors que tout à l'heure nous avions une interaction magnétique. On retrouve ici un pointillé, puisque ce sont dans les deux cas des interactions à distance. Nous retrouvons le fil qui agit sur la sphère, hein, le fil tire sur la sphère dans la direction de celui-ci. Donc on a une force oblique dans la direction du fil, et on a le poids. Ces trois forces peuvent s'équilibrer. Dans ce cas, la sphère restera immobile. Prenons maintenant le cas du solide suspendu au plafond par l'intermédiaire du ressort. On liste tous les systèmes qui interagissent ici. Nous avons le solide, le ressort et la terre. Inutile de noter le plafond. Le plafond pourrait être un quatrième rectangle, mais il interagit uniquement avec le ressort. Le petit t ici nous dit qu'on n'a pas listé tout ce qui s'applique sur le ressort. Nous avons une interaction à distance, c'est le poids qui s'exerce sur le solide par la terre. Et donc on retrouve cette flèche, toujours la même. Et nous avons l'interaction, l'action du ressort sur le solide, qui est une force qui s'exerce au point de contact et qui est vers le haut, puisque le ressort tire, du moins empêche le solide de tomber et s'oppose au point. Dans cette situation, l'exercice numéro 5, nous avons une luge qui est placée sur un plan incliné. Alors elle interagit avec deux choses, la terre par l'intermédiaire de son poids, la flèche rouge, toujours la même, et le sol. Nous avons ici deux forces. Une force que l'on peut dessiner en bleu, ça ne se voit pas bien sur la vidéo. Enfin, l'interaction de contact, c'est le sol, donc une force perpendiculaire, hein, à peu près la même force que celle qu'on avait tout à l'heure. Non, qu'on n'avait pas encore. Donc oui, qu'on avait avec le palais tout à l'heure du hockeyeur. Donc on avait une force de contact qui s'exerce perpendiculairement au sol. Mais c'est pas tout. Il peut y avoir aussi une force de frottement. Cette force de frottement s'exerce tangentiellement au sol, parallèlement au sol, sur la surface de contact. Donc ce sont les forces de frottement du sol sur la luge. D'ailleurs là, à la place d'un N, il faudrait aussi un sol. Un S pour sol. Voilà. Donc par contre, c'est ici une force de frottement qu'on a rajouté, qu'on a précisé ici avec le petit FR. On peut avoir plusieurs cas de figure. Si cette force de frottement est suffisante, alors la luge ne glisse pas. Par contre, si cette force de frottement est nulle, par exemple, si on considère qu'on est sur une surface gelée et qu'il n'y a aucune force de frottement, on voit que cette force et cette force vont donner une action combinée qui va permettre à la luge de glisser et d'être entraînée vers le bas. Voilà. Prenons maintenant le cas de ce bateau qui est au milieu d'une petite brise et sur la mer. Donc il interagit avec l'eau, avec la terre et avec l'air. C'est le vent. Le vent agit sur le bateau. C'est une interaction de contact. Les molécules d'air touchent la voile du bateau. Et c'est cette force F du vent sur le bateau, de l'air sur le bateau. L'eau interagit de deux façons avec le bateau. Il y a bien sûr la terre qui interagit avec le bateau, c'est le poids et cette fameuse flèche rouge. Voyons maintenant l'eau. L'eau interagit avec le bateau par l'intermédiaire de deux forces. Une première force qui repousse le bateau vers le haut. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. C'est ça qui permet au corps de flotter. Cette force s'oppose au poids. Il faut qu'elle lui soit au moins égale pour que le bateau flotte. Si cette force est insuffisante et que le poids est plus important que cette poussée d'Archimède, alors le bateau va couler. Maintenant, on voit qu'il y a aussi une force de frottement. Effectivement, c'est dans le cas d'un bateau qui est poussé par le vent, le bateau va avancer et l'eau va non seulement exercer une poussée d'Archimède, mais va également s'opposer au mouvement du bateau. Elle va le freiner. Et ça va se traduire par une force de l'eau sur le bateau
qui est une force de frottement, donc on la voit ici en noir, et on peut l'appeler F de haut sur le bateau, mais on peut rajouter un petit fr pour la distinguer de celle-ci, qui est la poussée verticale. Voilà pour le bateau. Continuons avec le tableau accroché. Alors, nous avons ici un tableau qui est suspendu au mur par l'intermédiaire d'un fil. Donc, on a toujours un cas de figure assez classique, le tableau soumis à son poids, retenu par le fil. Et nous avons ici une force de contact entre le mur et le tableau. Hein, le mur repousse le tableau. Alors, nous traçons les différentes forces qui s'appliquent ici. Donc la force qui s'applique le long du fil, le fil qui retient le tableau, le poids, et le mur qui empêche le tableau de glisser vers le bas. C'est également une force de contact qui s'applique au point de contact exactement. Ici une force de contact, donc l'origine est au point de contact, et ici le poids, une force à distance qui s'applique au centre de gravité. Nous avons ici un solide sur un ressort, mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'étude du solide, mais le ressort. Alors, on fait le bilan de toutes les forces qui s'appliquent sur le ressort. Il y a bien sûr son poids, son propre poids, le ressort lui-même a un poids. Le solide qui est au-dessus de lui interagit avec lui, et le sol exerce également une action de contact. On retrouve toutes ces forces ici, avec l'action de contact du sol sur le ressort dont l'origine dont le vecteur qui le représente a pour origine le point de contact entre le ressort et le sol. Et on a ici la force exercée par le solide sur le ressort qui s'applique au point de contact entre les deux objets. Nous remarquons au passage, ça n'est pas demandé, que si ce solide exerce une force plus importante que la force de réaction du sol, le ressort, enfin, non, oublions ce que je viens de dire, ça n'est pas l'objet du chapitre actuel. Le système pomme, donc une pomme qui tombe de l'arbre, elle est soumise à quel type de force? On l'a vu tout à l'heure, elle est soumise à son poids, mais également à la résistance de l'air. Et cette résistance de l'air va exercer une force sur la pomme, appliquée vers le haut, puisqu'elle s'oppose à son mouvement. Alors cette force n'est pour l'instant pas suffisante pour freiner suffisamment la pomme qui continue à accélérer. Bien sûr, il peut arriver un moment, si la pomme tombe suffisamment longtemps, où cette force de frottement devienne suffisante pour équilibrer le poids. Alors que se passe-t-il dans ce cas-là? Est-ce que la pomme s'arrête de tomber parce que les frottements de l'air sont suffisamment importants? Non, on a vu dans la première partie de ce TD que lorsque les forces étaient équilibrées, ça ne voulait pas dire qu'il y avait immobilité, ça voulait dire que le mouvement continue selon une trajectoire rectiligne et que le mouvement reste uniforme. Voilà, c'est ce qui sera vu plus tard et qui s'appellera le principe d'inertie. On continue avec un livre de physique lancé en l'air par un élève excédé et le livre est en train de monter. Il est soumis à son poids et il est soumis à une force de résistance de l'air qui s'oppose au mouvement. Nous voyons ici que le poids et la force travaillent dans le même sens. Nous avons une force d'interaction entre le livre et la terre et nous avons une force de frottement entre l'air et le livre. Nous avons maintenant le cas d'un solide, d'une bille qui serait retenue à un ressort sur un plan incliné. La Terre agit sur le solide par l'intermédiaire de cette force à distance, c'est son poids. Le sol peut agir de deux façons. Il y a toujours une réaction perpendiculaire au sol, hein, c'est cette force ici qu'on appelle S sur S, hein, donc sol sur solide, perpendiculaire à la surface. Et une force de frottement qui lui est tangentielle, qui est parallèle. Alors cette force de frottement va être dans un sens qui s'oppose au mouvement. Elle est dessinée ici dans ce sens-là, mais elle serait dans ce sens-là si le solide descend. Hein, si le solide monte, la force de frottement pourrait être dans l'autre sens. On continue par le parachutiste qui a fini par ouvrir son parachute. Donc il est soumis à son poids, c'est une force à distance par la Terre. Il est soumis à deux types de frottement. Le frottement que l'air exerce sur le parachutiste
et le frottement, et une force exercée par le parachute sur le parachutiste. Ici, on isole bien comme système le parachutiste et non pas le parachute. Le parachute, il a bien sûr des interactions avec l'air, il y aurait une autre flèche ici, mais on ne la représente pas, ce qui nous intéresse c'est le parachutiste. Donc le parachutiste est soutenu par une force verticale vers le haut, exercée par le parachute. Les ficelles sont tendues, donc ça tire vers le haut. Le poids s'oppose, enfin le poids entraîne le parachutiste vers le bas. Simplement, le parachutiste tombe moins vite grâce à cette force exercée par le parachute sur le parachutiste vers le haut. On continue par un problème encore de solide qui se déplace sur le plan incliné. Donc on ne va pas passer trop de temps sur celui-ci puisque c'est exactement le même cas de figure que tout à l'heure, avec encore une fois une force de frottement qui serait ici dessinée dans le sens où le ressort est comprimé et fait monter l'objet. Donc la force de frottement s'oppose à son mouvement. Enfin non, ici si l'objet descend, la force de frottement s'oppose à son mouvement. C'est un cas de figure un peu plus compliqué. Nous allons plutôt voir la voiture qui tire la caravane. Alors la caravane, elle est en contact avec le sol. Elle est en contact avec l'air, elle est en contact avec la voiture et la terre agit également sur elle. C'est le poids qu'on retrouve ici. La voiture tire la caravane, c'est une interaction de contact. L'air exerce une force, c'est celle qu'on voit ici dessinée en noir, l'air sur la caravane qui s'oppose au mouvement. Si la voiture avance, cette force s'oppose au mouvement. Et par rapport au sol, on retrouve, comme ici, comme avant, deux forces. Une force perpendiculaire au sol, c'est la force de contact, et une force parallèle au sol, c'est une force de frottement. Alors ici, avec les roues, ces forces de frottement sont très réduites, mais ces forces de frottement existent quand même, et on les représente ici avec cette flèche rose ou rouge que l'on a dessinée dans le même sens, qui s'oppose au roulement. Si la voiture tire par ici, alors il y a une force de frottement qui s'oppose au mouvement. Nous avons maintenant une sphère que l'on tient avec deux fils, donc ça ressemble à un des cas de figure qu'on a déjà eu avec la Terre qui agit sur la sphère par l'intermédiaire du poids et de cette flèche rouge. Nous avons le fil qui tire sur la sphère, c'est une interaction de contact, et nous avons le ressort qui exerce une action de contact également, dont la direction est également celle du ressort. Voilà pour tous les cas de figure qui étaient étudiés, qui étaient à étudier dans ce TD. Il ne vous reste plus qu'à relire le cours, refaire ces exercices, essayer de bien comprendre l'intérêt de ce diagramme qui permet de lister tout ce qui interagit avec l'objet de manière à n'oublier aucun vecteur quand on dessine l'ensemble des forces appliquées sur un objet.